La durabilité, l'éco-responsabilité, la responsabilité sociale sont des termes très à la mode en ce moment dans le monde de l'entreprise. Mais derrière ces beaux slogans, ces jolis mots, se cache parfois une véritable intention et parfois l'intention s'arrête aux jolis mots. Alors je ne sais pas si vous connaissez le critère ESG. ESG, ce sont 3 lettres qui trouvent aujourd'hui un écho grandissant dans le monde des entreprises. Pour en parler, je vais demander à un expert de l'ESG de venir me rejoindre, Monsieur Christian Waldvogel. Venez me rejoindre seulement. Bonjour Christian. Comment allez-vous? Très bien, merci. Installez-vous ici. Merci. Alors vous êtes directeur associé à la Fondation Renaissance. La Fondation Renaissance est une fondation qui permet aux caisses de pension d'investir dans les PME non cotées, c'est juste. Hein? Exactement, Suisse. Suisse, exactement. Ouais. Moi, je connais très bien le PSG depuis, surtout que Lionel Messi est venu tout récemment. Par contre, je connais un peu moins l'ESG. Est-ce que vous arrivez à m'expliquer? Alors d'abord, en tant qu'expert, je veux juste être modeste par rapport à ça. On a dû devenir un peu expert parce que comme on investit dans les PME suisses, on a dû mettre un outil à disposition des PME suisses et c'est comme ça que je me suis formé un petit peu sur le tas au niveau de l'ESG. Donc l'ESG, c'est une traduction de l'investissement durable avec trois dimensions, qui est une dimension environnementale, sociale et de gouvernance. Alors c'est un grand mot aujourd'hui. La partie gouvernance, elle était souvent en place déjà dans des sociétés qui avaient une bonne gouvernance. On l'appelait plutôt du risk management. Aujourd'hui, on groupe tout ça autour de l'ESG. La partie sociale, une société qui avait un bon plan social, une bonne tradition sociale dans sa société, elle l'avait. Là, on le met sous la forme ESG. Et puis au niveau environnemental, ça c'est vrai que c'est une nouvelle dimension aujourd'hui qui est peut-être moins connue des entreprises, mais les entreprises jusqu'alors qui étaient bien gérées avaient une dimension S et G qui était relativement bien développée. Alors c'est une norme qui vient du monde de la finance. Oui. En revanche, aujourd'hui, elle trouve de plus en plus sa place dans le monde de l'entreprise. Alors ça a été de nous notre défi parce que c'est vrai qu'on est financé par des caisses de pension. Et donc on a eu tout d'un coup, nos investisseurs ils ont dit qu'est-ce que vous faites au niveau de ESG, mais c'était une notion relativement, même dans le monde de la finance, relativement abstraite. Et puis on a su dire comment est-ce qu'on le traduit pour les PME. Quand vous appelez une PME, vous dites écoutez, vous allez avoir une audit ESG. Ils ont un peu de la peine à comprendre. Ils vous disent qu'est-ce que c'est quoi l'ESG, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça m'amène quoi. Donc ça, c'est à quoi on a été confronté de traduire en fait une notion relativement abstraite avec des engagements à gauche à droite qui sont pris au niveau des investisseurs institutionnels, mais qu'il faut le traduire dans le concret et puis pas éviter un phénomène de rejet au niveau des PME. Alors sur quels critères est-ce que vous basez justement pour donner cette norme? Alors, ce n'est pas vraiment une ESG, c'est un concept. Hein. C'est vrai que c'est un des soucis aujourd'hui, c'est que ESG d'une personne et l'ESG d'autre, ça peut être 2 mondes différents. Hein. C'est justement aujourd'hui, on est au premier balbutiement de l'ESG. Ça va mûrir au fur et à mesure, mais aujourd'hui, il y a plusieurs normes, il y a trop de normes, il y a une hétérogénéité relativement importante, et puis ça manque d'homogénéité dans les approches aujourd'hui. Justement, il y a des normes RSE, il y a des normes ISO, il y a la norme Bicorp. Donc finalement, pourquoi ESG, on retiendrait ESG dans toutes ces normes? Alors, l'ESG, ce n'est pas vraiment une norme, comme je dis, c'est vraiment un concept de dire qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'environnement, du social et de la gouvernance. Alors, nous, on a vécu concrètement au niveau de certaines PME qui disaient « moi, l'ESG, ça ne me concerne pas ». Mais il y a un certain nombre d'acteurs de changement qui se mettent en place. Alors d'un côté, c'est les clients. De plus en plus, on avait par exemple investi dans des sociétés qui sont fournisseurs dans le domaine de l'horlogerie. Pour eux, l'ESG, c'était vraiment une chose très abstraite. Et tout d'un coup, des grandes horlogeries arrivent et leur disent on va faire un audit ESG de votre production. Ou on va faire un audit ESG de votre approvisionnement. Par exemple, certains qui manipulent l'or. Où est-ce que vous procurez l'or? Quelle est la chaîne d'approvisionnement? Donc on voit de plus en plus des PME aujourd'hui qui n'étaient pas concernées, qui ne se sentaient pas concernées. Et tout d'un coup, ça leur tombe pas dessus, mais ils se retrouvent confrontés avec des demandes ESG de leurs gros clients, qui sont souvent des sociétés cotées, qui eux ont déjà fait une étape avant, puis qui doivent intégrer ça dans leur chaîne d'approvisionnement. Mais vous pensez que ça va devenir une certification à l'avenir?
Alors aujourd'hui, moi je compare toujours un peu l'ESG avec le monde de l'audit financière. Ça veut dire que aujourd'hui, l'IFRS, on ne se pose même plus de questions comme est-ce que ça fonctionne, c'est extrêmement codifié. L'ESG en est encore à des années-lumière, mais ça va s'homogénéiser. Et puis ensuite, il va y avoir la première étape qui va être de se dire, bon, ben, on a un bilan ESG et des méthodes ESG qui sont reconnues par tout le monde. Et puis après, l'étape d'ensuite, pour arriver encore à un niveau de maturité, il y aura un audit de l'ESG. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ils disent on est ESG, on déclare un certain nombre de choses, on fait ça pour les salariés, on fait ça en gouvernance, mais aujourd'hui, c'est déclaratif. Mais les grands cabinets aujourd'hui, tous les grands cabinets aujourd'hui d'audit ont un petit département d'audit ESG qui est en train de grandir, mais qui commence à faire des audits ESG en disant bon, ben, ce que dit la société qu'elle a fait en ESG, il y a une réalité et on l'a audité, comme les chiffres financiers en fait. C'est vrai qu'une des grandes critiques de l'ESG, c'est qu'il n'y a pas de définition universelle et pas de pondération des critères. C'est ce qui amène un peu à ce qu'on appelle le greenwashing. Hein. C'est chacun, pour des besoins qui peuvent être marketing, pour des besoins de positionnement, vont avoir sa propre interprétation, même au niveau des bilans CO2. Hein. Aujourd'hui, vous prenez un cabinet de consultants ou un autre, vous allez avoir deux bilans CO2 relativement différents. Donc ça manque énormément d'homogénéisation au niveau des méthodes d'approche. Alors justement, on va s'intéresser aux PME, au poumon économique du canton de Vaud. J'aimerais savoir si vous, chères décideuses et décideurs, vous avez appliqué déjà des critères ESG dans votre entreprise. Donc vous pouvez scanner le QR code et si oui, eh bien vous pouvez voter oui et si non, vous votez non, ou si vous souhaitez le faire et que vous allez le faire bientôt, vous avez la possibilité aussi de voter et de répondre à un sondage sur bientôt. Et ça sera intéressant de voir à quel niveau, concrètement, cette norme s'est installée. Donc si on arrive à avoir les résultats du sondage, alors ouais, on est à 57% non, mais quand même, 31% de oui, qui ont déjà appliqué les critères ESG et bientôt 8%. Qu'est-ce que ça vous... Alors ça dépend beaucoup du profil des entreprises qui sont représentées aujourd'hui. Hein. On le voit aussi, un autre acteur du changement, c'était les clients d'un côté, c'est les employés. On le voit dans des entreprises surtout où le domaine du recrutement est extrêmement compétitif. Pour parler du domaine de l'informatique, par exemple, qui a été mentionné précédemment, dans les nouvelles générations, ils vont commencer à poser des questions. Qu'est-ce que vous faites en termes de politique environnementale, au niveau social ? Quel est le taux de couverture de votre caisse de pension? Tout ça, c'est des questions qu'on posait. Quel est le congé paternité? Est-ce que vous êtes minimum légal? Est-ce que vous faites plus? Donc, tout ça, c'est des critères, justement. Ça, c'est tous des critères qui peuvent être vraiment faire partie d'un audit ESG. Quels sont, oui, le taux de couverture de votre caisse de pension? Ça peut être au niveau gouvernance. Qu'est-ce que vous faites au niveau abonnement général? Ça rentrait dans les critères justement environnementaux. Mobilité douce, ça peut être tous des critères très concrets. Si on essaie de traduire l'ESG d'une manière concrète dans une PME, c'est des critères que nous on mesure. On en mesure une cinquantaine dans une PME avec un outil qu'on a développé justement avec l'université de Zurich et puis justement qui mesure d'une manière extrêmement concrète, même plus 70 critères qui est taux d'absentéisme, on parlera avec la société Condis qui va se présenter ensuite, et puis justement on mesure qui nous permet de donner un rating quantitatif de ce que veut dire l'ESG. Alors justement, on va accueillir Baptiste Vézy, le directeur stratégie de la société Condis, puisqu'on aimerait voir un peu concrètement, cette société a passé à l'ESG il y a quelques années, et on va voir avec vous concrètement, bonjour Baptiste. Bonjour. On va voir avec vous concrètement ce que ça a changé. Alors d'abord, voilà, vous vous retrouvez, c'est votre investisseur, donc vous n'avez pas forcément la parole très libre, mais entre nous, est-ce que c'est votre investisseur qui vous a dit maintenant vous passez aux critères ESG ou c'était un choix de votre part? Non, alors initialement, c'est nous qui avons entamé la démarche quelques années avant que Renaissance entre au capital action de Condis. Il faut savoir qu'on était une société détenue par une société américaine cotée en bourse, cotée au Nasdaq, donc il y avait un certain nombre de règles, de gouvernance qui étaient déjà mises en place. Donc ça s'est plutôt inscrit dans la continuité. Par contre, pour les autres critères, notamment pour tous les critères environnementaux, là on avait de notre propre chef pris un certain nombre d'initiatives, mais c'est vrai que la venue de Renaissance au sein du Capital Action a plutôt formalisé cette démarche. Et puis on la suit maintenant de manière annuelle. Et qu'est-ce que ça a impliqué pour vous concrètement?
dans votre entreprise? Alors, on a pris la décision début 2018 d'engager en fait un ingénieur où on lui a laissé carte blanche pour définir un plan d'amélioration énergétique du bâtiment et de proposer un certain nombre de mesures principalement liées à tout ce qui était environnemental. Donc ce plan il a été soumis à la direction de Condis et puis on a accepté la majorité de ce plan. Et on a vu des retombées économiques à moyen terme qui étaient non négligeables. Ouais. Exactement. D'accord. Et puis, oui. Juste par rapport à Condis, c'est un bon élève. Hein, pendant le portefeuille, oui, j'avoue, on a. Non, mais c'est vrai, c'est un bon élève parce que vous étiez déjà à côté en bourse. C'est vrai qu'en général, on reprend plutôt des sociétés familiales. Donc, le fait d'être actionnaire majoritaire nous aide quand même à déclencher une certaine démarche. On est représenté au conseil de manière systématique. Et c'est vrai que la première année, quand on conduit une audit ESG, il faut pousser un petit peu. C'est une chose relativement étrange au départ. Et puis, c'est un questionnaire, un Excel que la direction financière, vous avez une certaine habitude avec des sociétés américaines, mais en général, c'est plutôt une société familiale qu'on reprend, pour qui c'est extrêmement étrange. Et puis, on le fait la première année. La deuxième année, ça se fait avec beaucoup plus de bonne volonté. Puis, troisième année, c'est eux qui deviennent proactifs de plus en plus au sein de l'entreprise, qui ont des idées d'amélioration au niveau de leur bilan. Ça devient un petit peu ceux qui deviennent acteurs finalement. Ils deviennent acteurs, ils prennent les choses en main et puis eux viennent avec des propositions parce qu'ils ont un scoring en fait chaque année, puis ils ont envie de se dire tiens, on a envie d'augmenter un peu notre score. Ça devient un espèce de challenge quoi. Ouais. C'est ce qui s'est passé pour vous? C'est exactement ça, ouais. Donc le processus, il s'inscrit dans la continuité. Comme on a commencé il y a déjà quelques années, on a des fois l'impression d'atteindre un certain plafond de verre. Donc c'est tout autant innovant de réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait améliorer maintenant en termes d'efficience énergétique ou bien de gouvernance ou l'aspect social des critères ESG. Mais c'est exactement ça, ouais, ça s'inscrit dans cette continuité-là et c'est effectivement un challenge. Est-ce que finalement, ce n'est pas un prétexte pour se donner bonne conscience, comme il y en a beaucoup, d'avoir un critère comme celui-là? Bon, ça donne bonne conscience. De toute façon, si on a un bon bilan ESG, c'est au niveau social et de gouvernance et au niveau environnemental. Mais nous, on a vu, alors on n'a pas de relation de cause à effet, mais les sociétés dans notre portefeuille qui financièrement performent très bien, elles ont en général un bilan ESG qui est relativement bon, même voire très bon. Et la raison est très simple, c'est que beaucoup de ces normes, on appelle tout ça ESG, c'est un grand mot, mais beaucoup de ces normes, c'est en fait du bon management. Hein. Quand vous avez un taux d'absentéisme qui est faible dans une société, un programme salarial, une caisse de pension avec un taux de couverture qui est très généreux, vous créez un environnement de travail qui est positif, une gouvernance qui est saine, vous avez des bons réflexes, vous avez un système de contrôle interne qui est bien en place, qui fonctionne. Tout ça, si vous avez tout ça en place, c'est que vous avez une bonne gestion de l'entreprise. Et inévitablement, il peut toujours y avoir des accidents, ça se retrouve à un certain moment dans les chiffres financiers. Donc, il n'y a pas une relation de cause à effet, mais les deux c'est rare que les deux soient complètement décorrélés l'un de l'autre. Qu'est-ce que vous avez justement appris, vous, depuis que vous suivez ces critères? Premièrement, c'est l'aspect économique de la chose. Hein. Il y a quand même un retour économique. Il y a des économies qui ont été faites sur les différentes initiatives qu'on a prises. Et puis, il y a aussi un aspect qui est très intéressant que Christian mentionnait avant, c'était l'aspect des clients. Donc, sur la place financière, on a un certain nombre de clients qui demandent d'avoir des critères ESG. Et nous, on se rend compte, nous, on travaille beaucoup avec ce qu'on appelle les utilities, donc les fournisseurs d'énergie. Aujourd'hui, ils nous demandent, et on doit remplir comme un audit ESG, finalement, un certain nombre de critères. Par exemple, est-ce qu'on a une filière de recyclage pour nos produits? Et ça, en fait, ça rentre dans la balance quand on doit choisir un fournisseur A ou B. Donc ça peut vraiment être déterminant finalement. Vous constatez ça sur le terrain concrètement? Alors, je pense qu'in fine, c'est quand même le produit qui définit si oui ou non, mais par contre, c'est une certaine influence. Oui. Il y a des retombées aussi qu'on a vues au niveau, qu'on n'avait pas suspecté au départ au niveau humain. C'est parce qu'avec un projet, une philosophie ESG, un projet ESG dans une entreprise pour dire on va être bon en ESG, ça crée des rapports qui ne sont pas toujours purement au niveau des résultats financiers. Par exemple, vous introduisez un carpooling dans une entreprise, on a vu tout d'un coup, ça fait des relations entre différents échelons hiérarchiques qui n'étaient pas tenus à collaborer ensemble, ou bien tout d'un coup, un groupe de travail qui se met ensemble, qui hiérarchiquement n'était pas connecté dans l'entreprise, mais sur un projet qui n'a pas à voir avec la finance, mais plus sur un projet ESG, ça crée des liens qui créent des liens dans l'entreprise qui étaient différents qu'il pouvait y avoir dans un lien hiérarchique au niveau purement une direction financière. Mais j'imagine quand même que l'engagement fort doit venir du management prioritaire.
pour pouvoir mettre en application ces critères? Alors, il faut une impulse depuis en haut, mais si vous mettez de l'impulse et puis il n'y a pas une espèce de remontée, il faut à un certain moment de la base, vous pouvez mettre beaucoup d'impulse, mais ça ne va jamais prendre, quoi. Donc, mais il faut une impulse depuis en haut, au départ en tout cas. Est-ce que vous avez le sentiment qu'avec cette nouvelle génération qui arrive, beaucoup plus sensible aux thèmes d'écologie, d'éco-responsabilité, de responsabilité sociale aussi, est-ce que vous avez l'impression que finalement c'est cette nouvelle génération qui va porter ces critères demain? Baptiste, peut-être? Oui, alors nous, on se rend compte déjà maintenant, hein, ça fait partie de l'entretien d'embauche. On cherche beaucoup de jeunes ingénieurs. Et donc ça veut dire, préciser, ça veut dire que c'est quoi? C'est les gens qui viennent chez vous, qui vous posent des questions, ou c'est vous, en termes d'embauche, qui partagez vos valeurs? Non, alors c'est les deux en fait, mais c'est principalement, je dirais, quand on a un entretien avec un jeune ingénieur, il va nous demander, ça fait souvent partie des questions de la fin, quels sont vos engagements en termes environnementaux ou des aspects sociaux, ou un peu moins de gouvernance pour un entretien type ingénieur, mais par contre l'aspect environnemental, il est grand. Hein. Il est fondamental aujourd'hui. Il est sous-estimé d'ailleurs, je pense. Vous l'avez par exemple, le marché de l'IT à Zurich, à cause de Google, il est pratiquement asséché, quoi. Donc ça devient vraiment pour d'autres sociétés hors Google de recruter. Et donc ça devient un marché extrêmement compétitif où si vous n'arrivez pas non seulement à la compensation financière, mais la qualité de vie d'un salarié dans l'entreprise, si vous n'arrivez pas à mettre ça en avant, ça devient très très difficile. Cédric, tu n'hésites pas à intervenir s'il y a des questions. Par rapport à ces critères, ça pourrait quand même être perçu comme une contrainte. Est-ce que c'est possible finalement que, Christian, qu'en mettant en place ces critères, on se rende compte que la gouvernance n'est pas adaptée, donc on doit changer complètement le modèle de gouvernance, ou que le modèle économique n'est pas adapté, et qu'on doit changer complètement le modèle économique d'une société? Ah non, parce que l'ESG, c'est vraiment plus gouvernance, mais on ne regarde pas le modèle économique. L'un est lié avec l'autre. Mais par exemple, quand on reprend une société familiale, typiquement, c'est des gouvernances un petit peu légères. Parfois, le directeur général est en général président et propriétaire. Et le conseil d'administration, c'est peut-être deux personnes. Donc, c'est des choses qu'on met en gouvernance de toute façon, mais qui sont aujourd'hui sur l'acronyme à nouveau ESG, mais c'est de la bonne gouvernance. Quand on reprend une société, on va diversifier le conseil, on va faire des séparations au niveau gouvernance. Donc il y a certains bons réflexes de bonne gestion en fait. C'est plus de la bonne gestion. Si on presque parle du bon sens. C'est du bon sens qui se faisait de toute façon avant. Puis aujourd'hui, on l'a mis un petit peu sur cette nomenclature ESG. Donc finalement, vous avez un peu listé le bon sens, si je comprends bien. Et puis quelque part, on a maintenant un outil qui nous permet de pouvoir tester ce bon sens. Ça a été un peu plus académique quand même, parce qu'on l'a fait avec l'Université de Zurich, avec le Centre de développement durable, avec des normes ISO qu'ils ont pris, avec un certain nombre de critères. Donc eux ont déterminé ces 70 ou 50, mais on a pris exprès, on en a certains qu'on a éliminés, parce qu'on a eu en fait une rencontre entre le milieu académique qui voulait une liste de 200 critères. On leur a dit, vous envoyez ça à un directeur financier, vous n'avez aucune chance. Donc on a dû limiter et puis prendre des critères concrets qui puissent remplir sans se poser la question, excepté dans l'environnement, où là on a eu un problème. On a réalisé que les PME n'arrivaient pas à faire un bilan écologique, et donc on a pris une entreprise extérieure qui accompagne ces entreprises pour établir un vrai bilan CO2. Baptiste, vous aviez déjà une norme ISO, mais par contre l'ESG va plus loin que la norme ISO. Effectivement, l'ISO 14001 invite en fait les sociétés à prendre un certain nombre d'initiatives pour les aspects environnementaux. Maintenant, une invitation ou des faits concrets, c'est deux choses qui sont bien différentes. Donc effectivement, nous on a été vraiment dans cette direction où on voulait réduire nos émissions de CO2, diminuer la consommation d'électricité par exemple. Donc ça, c'est des initiatives qu'on a prises de notre propre chef. Une des grandes critiques, Christian, de l'ESG, c'est que l'évaluation demeure souvent trop centrée sur les risques qui pèsent sur l'entreprise elle-même et non pas sur les risques que fait subir cette entreprise. Disons que le début de l'ESG, c'était un peu ça. C'était un peu se concentrer justement sur la partie plus interne. Mais maintenant, avec l'expansion justement, surtout au niveau environnemental, on est parti beaucoup plus sur la partie externe de l'ESG. Quels sont les risques justement, quels sont les impacts de la société au niveau environnemental. Et là, on est beaucoup plus dans une logique d'impact extérieur par rapport, c'est vrai, à la gouvernance et le parti social qui est vraiment plus intrinsèque à la société. Merci beaucoup, messieurs. François ? Oui ? J'ai quelques questions qui magnifique. sont arrivées. Alors. Une première de Damien. Dans le cadre d'une petite PME de 5 à 10 collaborateurs, collaboratrices, quelles seraient
des premières mesures efficientes pour tendre à une démarche ESG concrète? Alors ça, c'est une... très bonne question. C'est une très bonne... Parce que justement, la taille de la société est importante. Hein. C'est vrai que l'Université de Zurich est justement en train de développer un outil réduit pour des plus petites PME. Donc la première étape, c'est déjà de prendre conscience qu'on veut en faire un. Ça, c'est déjà une grosse première étape. Et puis la deuxième, c'est d'essayer de faire soi-même un certain bilan avec choisir un outil, que ce soit celui qu'on utilise. Il est ouvert, hein. Nous, il n'est absolument pas propriétaire, mais il y en a d'autres qui sont sur le marché. Et puis de se faire un premier outil, mais pragmatique, pour se faire une première étude et premier bilan d'ESG pour se familiariser en fait avec ce concept d'ESG et qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans le jour le jour. Une deuxième question? Une deuxième et une troisième question. Une deuxième de Jérôme, plutôt un rendu. Il y a encore du travail à faire car un appel d'offres du canton de Zurich, pas une ligne sur que fait votre entreprise sur les plans sociétaux et environnementaux. Alors ça change. Hein. On voit dans le domaine de la construction même, par exemple, on a racheté la société Canplast, par exemple, dans le canton de Vaud récemment. Et on voit de plus en plus dans le domaine de la construction, même là, ça devenait, avant c'était une partie optionnelle, et la partie ESG, qu'est-ce que vous faites au niveau du traitement des déchets? Par exemple, on le voit dans les entreprises générales, quand elles font des rappels, elles répondent à des appels d'offres, surtout ça vient du parti gouvernemental. Ils demandent toujours, avant c'était plutôt un nice to have, de dire qu'est-ce que vous faites au niveau du traitement des déchets, et aujourd'hui ça devient une partie intégrante de l'offre, qui est valorisée comme un des critères importants. Hein. Donc ça, c'est en train de changer quand même, hein, de plus en plus. Et puis enfin, Paul qui nous demande, adopter les critères ESG peut-il être facilitant pour réussir la transformation numérique d'une entreprise? Et si oui, comment? Bon, on parle de plus en plus de ce numérique responsable. Hein. Donc effectivement, sur le marché, de plus en plus, Delphine le disait tout à l'heure, il y a cette philosophie du numérique responsable qui s'installe. Mais effectivement, l'ESG devrait s'intéresser au numérique. Ça, c'est une évidence. Est-ce qu'il le fait aujourd'hui d'ailleurs? En tout cas, oui, il est encore peu présent au niveau critères. C'est difficile de le quantifier aussi. Hein. Alors, donc, aujourd'hui, c'est pas c'est une digitalisation et ESG. On a pour l'instant, nous, on n'a pas encore, le lien n'est pas encore établi chez nous, en tout cas. Ouais, alors ça, c'est peut-être effectivement une bonne remarque parce que de ce côté-là, il y a des choses à faire, mais ça n'a pas encore intégré visiblement ces critères. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Super. Merci beaucoup. Restez là. Je vais demander à Monsieur Éric Boissonnat de venir me rejoindre. Venez seulement me rejoindre, Monsieur Boissonnat. Parce que je crois qu'il n'y a pas un lien de famille. Non. Non, on ne peut pas aller jusque-là. Mais entre vous deux, il y a quelque chose. Enfin, rien de sexuel, on s'entend, mais... Non. Vous avez habité ensemble, absolument, à Zurich. Et puis, votre parcours, quelque part, a été tracé par la famille. J'étais dans le conseil, et ensuite j'ai quitté le conseil. J'étais en train de chercher un nouveau job, c'était il y a exactement 26 ans. Voilà. Et je connaissais bien le père de Christian, et je l'ai appelé, je lui ai dit, mais écoute, il y a telle et telle société, c'est tel produit, c'est tel directeur, c'est telle et telle chose. Il m'a dit, vas-y, c'est intéressant. Et j'y suis allé, ça fait 26 ans que j'y suis. Voilà. Magnifique. Il y a un lien, magnifique. c'est un petit monde. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup, et installez-vous, Monsieur Boissonnat.